Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Savez-vous quelle est aujourd'hui la première préoccupation des Français ? Eh bien, c'est leur santé. Et la moitié d'entre eux s'inquiètent justement des conséquences de la dégradation de leur environnement sur leur état de santé. Ils ont raison d'être inquiets. De nombreuses études ont montré effectivement un lien direct entre l'augmentation de certaines pathologies et la crise climatique que nous traversons actuellement. Alors, comment inciter et aider les Français à agir pour le climat ? Quels sont les freins qui pourraient aujourd'hui affaiblir leur volonté? Eh bien, on en parle sur le plateau de La Santé d'abord que nous avons exceptionnellement délocalisé au Muséum national d'histoire naturelle. Avec la crise du Covid, je pense que nous avons tous pris conscience des liens très profonds qui existent entre notre santé, celle des animaux et des écosystèmes. D'ailleurs, selon l'OMS, 23% des décès et 25% des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribués à des facteurs environnementaux et comportementaux, la qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, nos modes de vie. Il est donc urgent d'agir ensemble pour préserver cet équilibre. Stéphanie Goujon, bonsoir. Bonsoir Véronique. Vous êtes directrice de l'Empreinte Mutualiste, premier groupe mutualiste de France qui compte 95 000 entreprises clientes en santé et prévoyance, qui fait près de 11 millions de personnes protégées, c'est ça ? C'est exact. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Gilles Boeuf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et professeur invité au Collège de France. Vous avez présidé le Muséum d'histoire naturelle de 2009 à 2015, donc c'est un peu le retour à la maison ici, puisque nous sommes dans les grandes serres et en particulier, on est où ici ? On est dans les serres tropicales, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Qui sont au centre du jardin, voilà, qui sont un joli lieu d'expression, montrer un petit peu. Dans Paris, un peu de tropical, oui. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, il fait bon ici. C'est vrai. Et les gens alors qu'il fait très froid à l'extérieur. Et Antoine Payon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général à la planification écologique. C'est vous qui donnez le cap à l'écologie à la française souhaitée par Emmanuel Macron. Donc vous nous direz un peu plus ce que veut dire l'écologie à la française tout à l'heure. Mais je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre des Français. À quel point ont-ils conscience de ce lien entre la santé et l'environnement ? C'est un reportage de Damien Desmier. Ce qui me dérange le plus dans la dégradation de l'environnement, je pense que c'est plus l'impact sur le climat, le réchauffement climatique. Moi, ce qui me préoccupe dans l'environnement, c'est par rapport aux citoyens, qui polluent énormément. Je fais partie d'une génération où on nous a beaucoup vendu des livres sur protéger les animaux, etc. Et au final, il ne s'est rien passé. Mais c'est vrai que quand on arrive à certaines températures au mois d'août, ça commence à faire très chaud, Ça commence à faire très très chaud. On y contribue très certainement à ce réchauffement climatique, mais je ne pense pas qu'il faut en faire un monstre pour autant. Oui, les enjeux écologiques ont un impact sur la santé des gens, par rapport à la pollution de l'air, je pense. Même c'est pas nouveau, c'est même depuis la révolution industrielle. Il y a beaucoup d'allergies qui sont créées, le cancer, l'asthme, etc., qui sont des résultats directs de ce qu'on met dans notre environnement, dans l'air, etc. Que ce soit la pollution visuelle, la pollution sonore, la pollution tout court. Ce serait pas mal quand même de faire attention à tout ce qu'on mange sur le plan pesticides et tout ce qu'il peut y avoir un peu à droite et à gauche, ça c'est certain. On pense déjà à payer notre maison avant de penser à prendre des bons produits. Favoriser les circuits courts, je pense, éviter les produits transformés, passer du temps à cuisiner aussi, c'est important. Alors l'alimentation saine et durable est un élément essentiel pour notre santé à nous et pour la santé aussi de la planète, puisque du coup la manière dont on traite les animaux a une importance, évidemment. Voilà, ces problèmes d'écologie, comme ils le disent très bien, c'est pas nouveau. Mais les Français sont inquiets, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs si l'OMS et de nombreux experts en santé considèrent le changement climatique comme la plus grande menace pour notre santé au XXIe siècle. Alors quand on parle de changement climatique, quels sont les indicateurs irréfutables qui nous montrent qu'il est actuellement en cours, histoire de faire taire une bonne fois pour toutes les climato-sceptiques ? Gilles ? On nous dit souvent, maintenant plus personne ne me dit le climat ne change pas, très vite.
Mais est-ce que vous êtes sûr que l'humain y est pour quelque chose ? C'est ça la question qu'on nous pose en permanence. Alors, je vais être très simple. Ce sont des mathématiciens néo-zélandais, il y a quelques années, qui ont calculé la probabilité. Vu la vélocité du changement d'aujourd'hui, la rapidité de ce changement, son accélération, c'est une chance sur des millions pour que l'humain ne soit pour rien. Donc on est bien d'accord. Aujourd'hui, le GIEC, il y a encore 10 ans, on se posait des questions. Maintenant, c'est clair. Nous sommes les responsables de l'accélération du changement climatique. C'est l'activité humaine qui est responsable de ce réchauffement climatique. Alors, la température, c'est le premier facteur. Mais il faut quand même se rendre compte que la température sur le vivant, elle est extrêmement impactante. C'est un facteur abiotique qui n'est pas créé par le vivant. Dès que la température augmente, on augmente notre métabolisme, on consomme plus d'oxygène. Alors, quand on est en mer, c'est une catastrophe parce que plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène. Donc vous imaginez qu'à un moment, il va se passer quelque chose. C'est le cas aussi pour les rivières. Et puis tout ce qui va avec, évidemment, bien sûr. Et aujourd'hui, on peut considérer que sur les nouvelles maladies, en France en particulier, on en a à peu près 300 depuis 1940, une grande partie sont liées soit au changement climatique, soit au vivant qui arrive ou qui s'en va, qui sont souvent liés entre les deux d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système où il faut qu'on observe ça, qu'on le scrute, et il nous faut de la science. Je me bats pour ça. La science n'est pas une opinion. Quelques mots peut-être sur le GIEC, qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a pour mission d'évaluer sans parti pris et de façon très méthodique les informations en rapport avec le climat. Donc toutes les informations qu'ils vont nous donner aujourd'hui sont incontestables. Absolument, il faut bien dire ce que c'est que le GIEC. Eux-mêmes n'ont pas d'organisme de recherche. Ils lisent des milliers de travaux qui sont publiés par d'autres dans le monde entier. Donc par des scientifiques quand même, ils les analysent. Ils les synthétisent, ils donnent l'état de l'art à un moment précis. Et quelquefois, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'on a l'avis du GIEC. Maintenant, je veux un avis différent. Attendez, le GIEC, c'est tous les chercheurs conscients de ce qui se passe, intelligents et qui ne trichent pas de la planète. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le rapport du GIEC, il faut qu'on en tienne compte. On ne peut pas faire autrement. Je vois Antoine Payon qui acquiesce. Vous êtes totalement. Et je pense que c'est très important que notre action collective, parce que c'est vraiment une action collective qu'il faut mener, on va y revenir, elle soit fondée sur la science. Ça, c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, Gilles parlait des maladies, parlait de l'impact sur le vivant. Il y a aussi un autre type de vivant sur lequel je voudrais souligner, c'est par exemple nos forêts. Elles sont dans ces serres ici, on les a quelque part près de nous, ces arbres. L'impact en France du réchauffement climatique, d'ores et déjà, c'est une division par 2 en 10 ans de la croissance annuelle des arbres. Alors même que la forêt s'étend en surface, la croissance des arbres a été divisée par 2 en 10 ans parce qu'il y a moins d'eau, les arbres poussent moins vite et il y a plus de mortalité. Et ça, c'est du très concret, ça nous touche dans notre quotidien. On y est très sensible. Ouais. Quels sont les plus gros pollueurs aujourd'hui sur notre planète et quelle est la place de la France ? Les gros pollueurs sont les pays très, très développés, avec beaucoup de monde. On parle souvent de la Chine, bien entendu. J'avais lu des chiffres, 32% des émissions mondiales de CO2. Les suivis par les États-Unis, 12%. L'Europe de l'Ouest, le Japon, la Chine, et puis l'Amérique du Nord. Et nous, on est où là-dedans ? Je ne connais pas la proportion pour la France. On va nous dire on est pour 1 ou 2%. Mais enfin, ça ne tient pas debout, quoi. Si on veut vraiment se battre, arrêtons de dire que parce que nous, on est petits dans la somme globale. Oui, que ça ne sert à rien, qu'il faut baisser les bras. D'accord. C'est délirant comme raisonnement, ça. Et pour compléter ce que dit Gilles, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part, il y a combien on pèse aujourd'hui en termes d'émissions, et là c'est effectivement moins de 2%. Il y a ce qu'on a émis dans le passé aussi, qui s'est accumulé dans l'atmosphère, et là l'Europe a un poids historique. Et il y a surtout ce qu'on importe. Ah ouais. Alors il y a autant d'émissions que l'on importe que d'émissions que l'on émet sur le territoire national. C'est ça le chiffre. La différence entre l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Mais un point très important, parce que souvent on dit, puisque c'est petit, à quoi bon ? Et ça, on l'entend très souvent. Et là, il y a un élément qui est très important, parce que finalement, ces émissions, c'est quoi ? C'est beaucoup d'énergie fossile que l'on brûle, les émissions de gaz à effet de serre. Et ces énergies fossiles, c'est aussi ça qu'on achète très cher de plein d'autres pays du monde. Et donc aussi pour notre intérêt économique, et ça je pense que c'est important, en plus du sujet climatique, il faut qu'on réduise cette dépendance. C'est aussi une question de survie économique. Et donc les intérêts s'alignent. Et ça je pense que c'est très important. Donc en plus de l'effort collectif, notre intérêt propre économique est de réduire le plus vite possible et au maximum notre consommation d'énergie fossile. D'accord. Alors justement, en France, quels sont les secteurs qui génèrent le plus de gaz à effet de serre ? Alors l'ordre de grandeur, il y a à peu près 30%, c'est le transport. Ouais. On a 20%, c'est les bâtiments au sens large, à la fois les logements, les bâtiments, les centres commerciaux, les locaux publics, etc. Il y a 20% l'agriculture. Et là, c'est à la fois pour moitié des questions de culture et pour moitié des questions d'élevage. Et puis 20%... Les vaches qui émettent du méthane. Absolument, mais qui sont par ailleurs nécessaires. Il faut être cohérent. On reviendra sur l'alimentation. Je pense que c'est un point important. Oui, ce sera la deuxième partie de cette émission. Il y a aussi 20% l'industrie, les usines, les procédés, la chimie, etc. Et puis les 10 qui restent, c'est la production d'énergie
qui se fait en France. Voilà où sont les émissions aujourd'hui. D'accord. Alors, Stéphanie, moi je ne le savais pas, mais paradoxalement, le secteur de la santé représente quand même 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bon, on est une émission de santé, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est 2 fois plus que l'aviation. Comment expliquer que ce secteur soit une source de pollution aussi importante ? Alors, votre chiffre est correct, Véronique. C'est à peu près 38% pour les établissements hospitaliers et un peu moins de 30% pour l'industrie pharmaceutique. Alors, pourquoi ? D'abord parce que pour des raisons d'hygiène, on a eu une coutume de surutiliser du matériel jetable. Donc, forcément, ça donne des déchets. Après, il n'y a pas que ça. Antoine Peillon l'évoquait, il y a toute la question des infrastructures, des bâtiments qu'il faut chauffer. Alors on peut s'interroger aussi sur notre propre rapport à la santé, à la consommation de santé entre guillemets. Il y avait une récente étude Odoxa pour Harmonie Mutuelle qui disait que 73% des Français sont favorables à avoir des pratiques un peu plus éco-responsables en matière de santé. Donc je pense que ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mais par exemple, en tout cas acheter des médicaments. L'exemple des médicaments, excellent. Moi un chiffre qui m'a effaré. Vous étiez surprise par le 8%. Moi, j'ai appris récemment, selon un institut international, que 1 médicament sur 2 restait dans les tiroirs. Mais oui, parce qu'il est remboursé, donc on va le chercher, on l'achète. 1,5 kg. Finalement, je le prends pas parce que j'ai pas envie de le prendre. Tout à fait. Il y a une gabegie de médicaments il y a une gabegie, et donc c'est 1,5 kg par Français par an. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? On va le jeter dans les toilettes ou à la poubelle. Et donc après, ça passe dans les stations d'épuration. C'est difficile à éliminer. Ça peut se retrouver dans les rivières. On marche sur la tête. Donc c'est un véritable défi environnemental, ce sujet. Sachant que pour être complet, dans les hôpitaux, les déchets, il y a une filière spéciale pour traiter les déchets. Donc je pense que le point qui est important, c'est aussi les médicaments qu'on a chez soi et qu'on jette en tirant la chasse, etc. Alors et c'est qu'il là faut où il y a les un impact rapporter fort. à son pharmacien. Absolument. On est bien d'accord. Qui après, lui, va pouvoir les éliminer d'une façon particulière. Et cette discussion, elle montre aussi un point qui est que ces sujets d'environnement, ça ne se limite pas à la question du climat et des gaz à effet de serre. Je pense que ça, c'est très important. À la fois la question des ressources, la question de la biodiversité, la question du coup de la santé, tout ça est entremêlé. Il ne faut surtout pas limiter la question de notre environnement aux questions du climat. Bien sûr. C'est très important. Ah oui, c'est vraiment l'affaire de tous, de tous les secteurs. Merci en tout cas pour ce tableau très clair et très factuel de la situation climatique, en tout cas déjà dans notre pays et dans le monde, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le disiez, de fake news, d'idées reçues sur le sujet. Alors évidemment, en tant que professionnel de santé, je m'inquiète, comme d'ailleurs la moitié des Français, sur les conséquences physiques et psychologiques de ce dérèglement climatique. On pense évidemment aux derniers épisodes de fortes canicules, on en parlait tout à l'heure avec vous, Gilles, qu'on a pu observer en France. Et on a pu surtout constater un pic de mortalité chez les personnes de plus de 65 ans. D'ailleurs, à en croire la revue médicale The Lancet, les décès liés à la chaleur ont augmenté quand même de 167% depuis les années 90. Pareil, ce chiffre m'a vraiment surpris. Et un record largement dû à la hausse des températures. Et sans le réchauffement climatique, cette augmentation n'aurait été que de 65%. Tout à fait. 2003 en France, 15 000 morts. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont morts à Paris, à Lille, à Rennes, à Brest, pas à Montpellier ni à Marseille, parce que les gens avaient une habitude de la chaleur. On n'ouvrait pas en grand les volets le matin quand il faisait très beau, et surtout on commence à boire quand on est âgé, avant d'avoir soif. Ce à quoi les gens du Nord n'étaient pas préparés finalement. Puis maintenant, on a quand même commencé à mettre des thermorégulations dans les EHPAD, par exemple. On a fait des progrès. Mais à chaque vague de chaleur qu'on a, je regarde, c'est 1000 morts en France à peu près. C'est 1000 morts de trop encore aujourd'hui. Alors quand il fait trop chaud, on fait moins de sport, on dort moins bien forcément, et là encore avec des conséquences sur notre santé physique et mentale. On a constaté également ces dernières années une augmentation des maladies respiratoires comme l'asthme, des allergies qui auraient presque doublé en 20 ans dans les pays industrialisés. Là encore, cette hausse est à mettre sur le compte du réchauffement climatique. Pas uniquement. C'est aussi lié à notre environnement. À la particules qu'on émet, par exemple. Les maladies allergiques, c'est intéressant parce que on a pas mal travaillé là-dessus. Ça serait en relation avec le fait aussi de la faible charge parasitaire que l'on a aujourd'hui, en traitant peut-être trop les enfants. C'est une vraie question. Laissons les enfants un petit peu se confronter à la réalité pour qu'ils développent leur propre immunité. Un travail fantastique, c'est durant le passage par les voies de la maman au moment de la naissance, le bébé il se contamine pas, il s'ensemence des bactéries de la maman. C'est fondamental pour son microbiote. Si on rate ça, voilà, ça marche pas.
Stéphanie, oui, pour cette hausse des maladies allergiques, ça c'est quelque chose. Moi, je voulais peut-être revenir à la question de quelques solutions aussi qu'on peut avoir par rapport aux déchets, parce qu'on évoquait la question des blocs opératoires. Et parce que voilà, il y a des solutions qui existent. Il faut bien sûr s'en emparer collectivement, comme c'était souligné à l'instant. Et par exemple, nous, dans les blocs opératoires de toutes nos cliniques Hospi Grand Ouest, on a un système de collecte et d'élimination des déchets, qui est un système fermé de tous les déchets chirurgicaux. Et on a également mis en place un système d'évacuation des fumées chirurgicales qui sont très nocives pour les équipes. Et ça nous permet de réduire de 90% nos émissions de CO2. Donc, il faut quand même souligner qu'il y a des solutions qui existent au sein du système de santé. Et pour les Français qui souffrent d'allergies de plus en plus fréquentes, d'asthme ou de maladies respiratoires, j'ai aussi une bonne nouvelle, c'est la mise en place d'un système redoutablement efficace et précis pour cartographier les 3 pollens les plus courants par département et par saison, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Regardez. Imaginez un outil capable à la fois de restituer en temps réel la qualité de l'air, mais également, à l'aune des changements climatiques, de prédire comment elle peut impacter la santé humaine. C'est exactement ce que permet le projet Jumeaux numériques État de santé d'un territoire. C'est un projet qui est mené avec le groupe Vive et les membres du Data Lab Normandie. Ce projet utilise des données de santé anonymisées qui vont être croisées à des données environnementales. Et l'idée est de pouvoir mieux comprendre les évolutions en termes d'allergie sur la région Normandie. Grâce à ces analyses, un outil de visualisation a été développé et il permet de suivre l'effet de ces allergènes sur la population en temps réel, mais également dans le futur en fonction du changement climatique. Cet outil, finalement, c'est un véritable levier pour les politiques publiques, à la fois en termes de santé, mais également en termes d'aménagement du territoire. Et rien de tout cela ne serait possible sans le concours du Health Data Hub. Sa mission, c'est de faciliter l'accès aux données de santé de manière transparente et sécurisée. En mettant à disposition les données aux équipes de chercheurs, mais également à des projets innovants comme le Jumeaux numérique, nous faisons la démonstration que les données, quand elles sont bien utilisées, peuvent permettre d'améliorer la santé publique et préparer un avenir plus sûr pour tous. Oui, vous êtes partenaire de ces dispositifs, Vive. C'est un bel exemple de coopération. Je pense qu'Antoine Peillon le soulignait tout à l'heure. Il faut jouer collectif sur ces sujets de santé publique. Et là, voilà, on a une belle alliance au service de l'intérêt général et de la santé publique. Bon, on l'a tous observé également, il pleut beaucoup plus qu'avant. À Paris, par exemple, la pluviométrie de l'année 2024 est exceptionnelle. En octobre, il avait déjà plu 45% de plus que la moyenne. Plus de pluie, ça veut dire aussi plus de risques d'inondation et donc de propagation de maladies infectieuses, voire de contamination de l'eau. On l'a vu récemment avec les inondations meurtrières à Valence, avec de nombreux décès, des pathologies qui sont apparues, des pneumonies, des gastro-entérites, etc. Et toutes ces catastrophes naturelles vont évidemment générer beaucoup de stress qui joue aussi sur notre santé mentale, Stéphanie. Oui, alors on dit que 30% des victimes de catastrophes naturelles ont des séquelles psychologiques. Donc la santé mentale, c'est aussi une grande cause nationale à venir. Donc peut-être on pourra parler un petit peu plus tard de l'éco-anxiété. Mais il faut savoir qu'on va être toutes et tous vulnérables. C'est le titre d'une étude prospective que nous publions. Et même si tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière et tous les individus ne sont pas touchés de la même manière en fonction du territoire, de leur capacité économique, de leur profil sociologique. On va tous être confrontés à ces nouveaux risques sociaux, écologiques. Bon, bref, il y a urgence. Antoine Peillon, je sais qu'avec votre équipe, vous abattez un travail colossal depuis bientôt 2 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. L'objectif étant de diminuer, si mes chiffres sont justes, nos émissions carbone de 190 millions de tonnes d'ici à 2030. Bon, je sais que rien ne vous fait peur, mais c'est quand même un sacré défi. Très impressionnant. Alors, on en est où ? Quelles sont les solutions qui vous paraissent aujourd'hui les plus pertinentes pour espérer atteindre cet objectif ? Alors, il y a une bonne nouvelle que je voulais partager. Ouais, donnez-nous un peu des bonnes nouvelles. Notamment pour rebondir sur le sujet de l'éco-anxiété. Parce que quelque part, l'éco-anxiété, c'est quoi ?
c'est le fait de se dire on a conscience que ce qui nous arrive est terrible, et donc je pense que c'est toutes les conséquences à la fois sur la santé, les inondations, etc. qu'on a évoquées, et on ne sait pas comment agir. Et donc du coup, on se retrouve coincé dans cette éco-anxiété. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin d'action qui est possible, qui peut marcher, qui nécessite, comme on l'a dit, de tous se mobiliser. Et donc c'est ça que l'on esquisse dans cette planification écologique. Alors concrètement, c'est quoi ? On est anxieux parce qu'on nous dit attention, la planète brûle, mais nous, c'est terrible. On ne sait pas quoi, quoi faire. Alors la bonne nouvelle dedans, donc, c'est que ce chemin, il existe. Ce chemin, il n'est pas facile, mais il est atteignable quand même. Derrière, il dit quoi, ce chemin ? Alors, c'est une 50aine d'actions sur tous les sujets, le transport, le logement, l'agriculture, etc. Mais il y a un élément important que je voulais partager, c'est deux choses. Premier, c'est qu'il y a une répartition de l'effort qui doit être à peu près juste. Et donc derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne demande pas à chaque citoyen de faire tout l'effort lui-même à son niveau. On demande aux entreprises de faire la moitié du job, la moitié des baisses. On demande au pouvoir public, l'État bien sûr, mais les collectivités locales aussi, de faire un quart de cette baisse. Et donc finalement, 75%, les trois quarts, c'est les gros, l'État, les entreprises, les collectivités. Et puis un quart, c'est les gens. Et ça, c'est important du coup pour se dire, on est tous ensemble, on s'épaule, on ne demande pas à chacun, du coup, à chaque Français dans la rue, on avait vu le reportage au début, de tout faire. C'est important. Donc c'est ça l'écologie à la française, on est, alors c'est on une agit écologie, tous ensemble, on c'est une écologie collectif. qui doit être collective, ça c'est très sûr, c'est très clair. C'est aussi une écologie qui doit réconcilier à la fois l'atteinte de ces objectifs environnementaux et aussi nos filières industrielles et économiques. Ça, c'est un point important parce que si à la fin, par exemple, on a des voitures électriques pour rouler demain, sachant que la voiture électrique, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est un bout de la solution. Si elles sont toutes chinoises, par exemple, et qu'on n'a plus de véhicules qui ont été fabriqués en France, on a raté quelque chose. Donc de ce fait, c'est aussi ces filières industrielles, et puis c'est aussi du coup améliorer la santé, le cadre de vie, et donc c'est tout ça en même temps, mais sans en ne laissant personne dans l'impasse. Voilà, et sans imposer non plus des mesures trop contraignantes qui risqueraient de ne pas être suivies. Je voudrais rajouter là-dessus deux choses, en fait. C'est le rôle des sciences participatives de tous les citoyens, le médecin, le vétérinaire, le dentiste, je ne parle pas que ces professions-là, mais également l'agriculteur, le chasseur, le pêcheur, participent à la formation. Et au sein d'associations très fortes, on a une très grande robustesse de ce qu'on peut lire là-dessus. Le second aspect, c'est effectivement la bio-inspiration et le biomimétisme. C'est chercher dans le vivant des solutions basées sur la nature. Stéphanie, vous aussi, chez Vive, vous avez mis en place des actions très concrètes et notamment une convention citoyenne pour le climat. Et ça, c'est une première en France. Alors, c'est inspiré de la convention citoyenne pour le climat parce que c'est une convention interne et ça rebondit parfaitement sur les propos de Gilles Boeuf parce qu'en fait, c'est de la démocratie participative en entreprise. Donc, en fait, on a tiré au sort une cohorte d'une 60aine de personnes, élus mutualistes et collaborateurs représentatifs de tous nos métiers. On en a à peu près 23 de toutes nos régions, de toutes nos entités, qui ont réfléchi sur que peut faire concrètement le groupe sur ces trois métiers par rapport à ces enjeux santé, climat, biodiversité. Et c'est important, je pense, sur ces sujets, de rappeler que pour réussir ces grandes mutations, ça ne peut pas venir d'une décision verticale. Ça ne viendra qu'en impliquant les parties prenantes. Si je résume, à problème complexe, solution démocratique. Antoine. Un point important, parce que je parle de planification écologique et c'est connoté. On pense au Gosplan, on pense à quelque chose de très vertical. Et je rebondis parce que quelque part, dans le propos de dire il n'y a pas de verticalité et puis la démocratie est importante, je pense que c'est important de dire que cette planification, ce n'est pas un machin qu'on applique du haut vers le bas. Et donc oui, il faut l'initiative locale, il faut de la participation. Par contre, il faut être très vigilant, il ne faut pas dire faut dire les choses. Je pense que Gilles était très attaché à la science, je le suis aussi, qu'à un moment donné, pour qu'on y arrive collectivement, il faut qu'on s'assure que ce que font les acteurs les uns à côté des autres est cohérent et que ça fonctionne à la fin. Il y a plein de filières industrielles qui disent on va tout décarboner en prenant des bioénergies. Si on additionne tous les besoins en bioénergie du monde, ça ne marche pas, on n'a pas assez de matériaux, pas assez de biomasse. Et donc il faut allouer les ressources et donc il faut discuter entre les échelles. Et c'est ça aussi tout le débat de cette discussion qui doit être démocratique. Et donc il nous faut une forme de cadre de cohérence, un peu de verticalité dans la démocratie. Stéphanie ? Non, il faut du cadre pour faire jouer l'intelligence collective. Et on a besoin du législateur, on a besoin de la CSRD, on a besoin de l'État, de tous ces acteurs, pour qu'ensemble on puisse réussir ce grand défi. C'est vraiment un travail collectif. Un grand merci en tout cas à vous, Gilles Boeuf et Antoine Peillon, d'être venus nous rappeler l'urgence de la situation, mais de nous apporter aussi des solutions concrètes et des bonnes nouvelles. Donc merci beaucoup. Stéphanie, vous restez avec moi pour la deuxième partie de l'émission qui dit dégradation de notre environnement et bien dit aussi altération de notre alimentation avec des conséquences majeures pour notre santé et on en parle dans la deuxième partie de cette émission.
Sophia Manoni vient de nous rejoindre. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale d'agriculture biologique, la FNAB. C'est ça. Tout à fait. Et Stéphanie Goujon est restée avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'empreinte mutualiste chez Vive. Voilà, merci de continuer ces échanges ensemble. Alors, je le disais tout à l'heure, la qualité de notre alimentation est étroitement liée à notre environnement. Et comme nous allons le voir dans cette deuxième partie, une alimentation de mauvaise qualité peut affecter durablement notre santé. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation durable, mais concrètement, ça veut dire quoi, Sophia ? Alors moi, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amont, la production agricole, puisque s'alimenter correctement, c'est manger des produits produits dans de bonnes dans de bonnes conditions, dans des conditions durables. Et donc pour ça, on a un label qui s'appelle l'agriculture biologique, qui est un label agronomique qui encadre les pratiques agricoles sur les fermes qui sont engagées dans cette démarche-là. Et donc concrètement, l'agriculture biologique, c'est produire en s'interdisant le recours à la béquille chimique et la béquille génétique, c'est-à-dire pas d'OGM, pas d'engrais chimiques de synthèse, pas de pesticides de synthèse en agriculture biologique. Un aliment durable doit être obligatoirement un aliment bio ou pas forcément ? Écoutez, nous, on est la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Donc, pour nous, un aliment durable, c'est avant tout un aliment qui ne pollue pas au stade de sa production. Donc, bien sûr, après, il faut aussi penser la qualité de ce que vous mangez. Si vous mangez de la charcuterie bio, elle sera très bonne. Elle n'aura pas pollué l'environnement. Pour autant, on ne vous conseille pas de manger tous les jours de la charcuterie bio. Après, il y a l'impact aussi sur la santé de l'aliment en lui-même, pas forcément. Mais un aliment qui respecte l'environnement, c'est un aliment qui a été produit sans polluer. Donc l'objectif, c'est de produire une alimentation à la fois bonne pour notre santé, pour l'économie aussi, on n'en a pas parlé, et pour l'environnement, bien sûr. Tout à fait. Aujourd'hui, l'agriculture biologique, c'est 10% de la surface agricole française, c'est 60 000 fermes. Donc, il y a tout un écosystème économique qui s'est construit autour de l'agriculture biologique. On est à 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de la totalité des entreprises de l'agriculture biologique. Donc, on a des filières qui sont déjà construites et structurées. D'accord. Stéphanie, qu'est-ce qui pousse les groupes mutualistes comme les vôtres à s'investir justement dans cette alimentation durable et respectueuse de l'environnement ? Il y a au moins 3 raisons. La première, c'est une question de responsabilité. Hippocrate disait que l'alimentation était notre première médecine. Donc on sait que l'alimentation est un déterminant majeur pour notre santé. On peut citer par exemple le chiffre de l'obésité, 17% de Français en surpoids obésité aujourd'hui, et ça aggrave les maladies chroniques. Une deuxième raison qui est plus militante, nous c'est vrai qu'en tant qu'acteurs mutualistes, on se bat pour le droit à la santé, que dans ce contexte, le droit à l'alimentation il est assez naturel, et que quand on sait qu'il y a 4 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ça nous indigne. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Ouais. Et Véronique, vous citiez le volet économique, c'est aussi une question de bon sens économique. Il y avait une récente étude de l'INSERM qui montrait que en fait, le coût pour la santé publique de la sédentarité et de la mauvaise alimentation, c'était 20 milliards d'euros. Voilà, donc responsabilité, militantisme mutualiste et bon sens économique. Voilà 3 très bonnes raisons de s'intéresser à l'alimentation. Effectivement. Bon, manger mieux, on est tous d'accord. Le problème, ce sont ces fameux pesticides que l'on retrouve toujours en quantité importante, en particulier dans les fruits et légumes. Malgré l'accord de Paris de 2015 qui visait à réduire justement l'usage de ces pesticides, de ces produits. Or, on sait aujourd'hui que l'ingestion de ces molécules chimiques retrouvées dans les fruits et légumes, mais également dans l'eau du robinet, est un facteur de risque de certaines maladies graves comme les cancers hormonodépendants. Vous en parliez tout à l'heure de l'obésité, du diabète, des maladies intestinales inflammatoires chroniques, les fameuses MICI, parce que ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens. On en parlait déjà dans la première partie de l'émission. Ce sont des substances qui vont dérégler notre système endocrinien et donc provoquer toutes ces maladies. Il y a eu le plan Éco-Phyto 2+, pour justement réduire l'usage de ces pesticides en France. Concrètement, on en est où ? Que disent les dernières études, Sophia, sur le taux de contamination en pesticides des aliments que nous consommons ? Oui, alors effectivement, notre alimentation, c'est la première source d'exposition aux résidus de pesticides. Et vous l'avez dit, on s'alimente en consommant des aliments solides, mais aussi en buvant, que ce soit de l'eau ou des vins et spiritueux qui eux aussi sont contaminés par les résidus de pesticides. Donc cette exposition aux résidus de pesticides, elle est très documentée par la recherche, notamment sur les publics fragiles que sont les femmes enceintes et les enfants. On a des cohortes qui ont été suivies sur plus d'une
dizaines d'années qui montrent le lien de cause à effet entre exposition aux résidus de pesticides et développement d'un certain nombre de maladies. Donc on sait aujourd'hui que ces pesticides sont vraiment nocifs pour notre santé. On sait qu'il y a un impact Alors, sur la santé. Est-ce qu'on en retrouve toujours encore dans nos aliments? Voilà, on ne sait pas jusqu'où va cet impact sur la santé. En revanche, le plan Éco-Phyto dont vous parliez tout à l'heure, c'est 600 millions d'euros de budget et il doit régler tous les problèmes créés par la politique agricole commune qui représente 10 milliards d'euros de budget par an, mais aussi par toutes les aides qu'on apporte à l'industrie de l'agroalimentaire sous forme d'exonération fiscale, d'exonération sociale. Donc une récente étude du Secours catholique et du BASIC, qui est un bureau d'études d'analyse des filières, disait qu'on était à quasiment 50 milliards d'euros de subventions publiques annuelles à un système agro-industriel qui, lui, va dégrader la qualité de notre eau, la qualité de nos sols, en incitant la consommation de pesticides. Donc avec 600 millions d'euros par an, vous voyez bien que le plan Éco-Phyto n'a pas le pouvoir de réparer ce que vont détruire 50 milliards d'euros annuels. Donc oui, en effet, le plan Éco-Phyto ne fonctionne pas très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on déjà on pourrait nourrir toute la France avec des produits bio aujourd'hui? Parce que beaucoup vont dire que c'est un problème de rendement, mais est-ce que c'est la réalité? Alors nous, on pense que c'est faux et ça commence à être vraiment bien documenté, que ce soit par l'INRAE ou par un certain nombre d'ONG. On sait qu'aujourd'hui, on produit à l'échelle de la planète plus de kilocalories que ce dont on a besoin pour nourrir la totalité de la population mondiale. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de nourrir toute la population avec des produits biologiques. On sait qu'il faudra changer un certain nombre de choses. Il faudra changer la composition de l'assiette. On sait qu'on consomme trop de viande, il faudra en consommer moins. Il faudra travailler sur le fameux gaspillage alimentaire. Et puis, il faudra tout simplement ingérer moins de kilocalories. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on est confronté à un problème d'obésité à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de la France. Et on va vers des taux d'obésité de quasiment 50% sur les moins de 18 ans en France et en Europe. Donc ces trois leviers, on sait qu'à la fois, ils sont importants pour notre santé publique collective, ils sont atteignables. C'est quand même des changements de société, donc on ne dit pas que c'est facile, qu'on sera demain à 100% d'agriculture biologique, mais on est capable de le faire techniquement, et c'est ce vers quoi il faut tendre. Aujourd'hui, on est à 10% de surface, la question des rendements, elle ne se pose même pas. D'accord. Mais pourquoi le bio reste encore aussi cher aujourd'hui? Parce que c'est vrai que beaucoup vont nous dire, ok, moi je voudrais bien manger bio, mais ça reste encore un produit de luxe. C'est justement parce qu'il n'y a que 10% de terres agricoles qui sont bio aujourd'hui. Oui, il n'y a pas assez d'offres non, par rapport à la demande? Il y a trop d'offres puisqu'on vit une crise de surproduction depuis 2 ans, donc il n'y a pas de problème d'offres. Non, c'est juste que le système de subvention qui existe aujourd'hui, il ne soutient pas l'agriculture biologique. Il va soutenir une autre forme d'agriculture, donc forcément, ça s'en ressent sur le prix. Si on avait une politique incitative d'un point de vue de la fiscalité ou d'un point de vue des aides directes aux agriculteurs, on verrait des prix, plus accessibles pour l'agriculture. C'est un problème de fiscalité aujourd'hui. C'est un problème de politique publique, c'est aussi un problème de comportement de tous les maillons de la chaîne agroalimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de transparence sur les marges que font chaque maillon de la chaîne de production alimentaire. Donc les coûts de production des fermes, eux, ils sont connus, ils sont sur la place publique. En revanche, le coût de production du transformateur, de l'industriel ou du distributeur, ceux-là, ils ne sont pas connus. Donc c'est une politique globale alimentaire, que ça passe par la fiscalité, ça passe par les exonérations sociales, ça passe par les aides directes aux fermes et ça passe par les marges des acteurs industriels. D'accord, donc ça fait beaucoup de paramètres. Vous pensez que c'est une vraie politique? On va y arriver, mais dans un avenir proche ou... On est dans une situation aujourd'hui où l'alerte est quand même tirée assez régulièrement sur la qualité de notre eau potable. On ferme régulièrement des captages d'eau potable. On est alerté régulièrement sur la disparition de la biodiversité, avec tous les impacts que ça aura aussi sur la productivité agricole, puisqu'on s'appuie sur la biodiversité pour produire. Donc quand est-ce que ça va arriver? Ça doit arriver. Et la question qui devra se poser demain, c'est est-ce qu'on confie à un ministère de l'Agriculture qui représente les agriculteurs, 400 000 personnes environ en France. Est-ce qu'on confie à ces 400 000 personnes toute notre santé publique? Ou est-ce que c'est plutôt au ministère de la Santé à qui ça devrait être une politique interministérielle. Il faudrait que l'ensemble des ministères concernés soient autour de la table pour prendre les grandes décisions. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, de l'Éducation, de l'Environnement, les Affaires sociales. Voilà, aujourd'hui, le ministère de la Santé perd tous ses arbitrages face au ministère de l'Agriculture quand on parle d'augmenter les taxes sur le sucre, sur les vins et les spiritueux. Bon, avoir accès à une alimentation de qualité et bonne pour notre santé, c'est bien, à condition de pouvoir manger déjà tout court. Stéphanie, 10 millions de personnes en France restent en situation d'insécurité alimentaire pour des raisons financières. Oui, et là je pense que vous voulez évoquer les initiatives récentes qui ont lieu de sécurité sociale alimentaire.
Alors, nous, on aime bien parler de mutuelle alimentaire aussi. Donc, c'est en tout cas des initiatives qu'on regarde de très près. Elles nous parlent parce que ça évoque aussi les premières organisations de secours mutuels au 19e siècle sur la protection sociale. Parce qu'en fait, ce sont des initiatives qui sont apparues dans les années 2010 et qui souhaitent accorder un droit à l'alimentation à tous les citoyens. Et en fait, ça repose sur 3 grands principes: l'universalité d'accès, le conventionnement de partenaires au travers de caisses gérées démocratiquement et un principe de cotisation sociale. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup aux mutuelles alimentaires. Tout ça dans l'espoir effectivement de donner plus facilement accès à du bon, du bio à 100%, je ne sais pas, mais du local et du bon pour le portefeuille aussi. Donc l'idée d'une sécurité sociale alimentaire là, vraiment est en train de faire son chemin. En tout cas, il y a une pluralité, un foisonnement d'initiatives en ce sens. Il y en a à Montpellier, dans le Grand Est. Et c'est un sujet, en tout cas, qu'on regarde de près, à voir comment les mutuelles pourraient intervenir dans leur capacité, encore une fois, à savoir entreprendre, à savoir conventionner, à savoir nouer un certain nombre d'alliances. Oui, il y a par exemple l'association VRAC, c'est ça, que vous soutenez, vous, chez Vive ? Alors, on soutient entre autres l'association VRAC avec qui on a des expérimentations avec notre pôle logement social que je crois vous voyez juste après. On a aussi des initiatives et je voulais intervenir tout à l'heure pour rebondir sur ce que disait Sophia parce que des solutions sont effectivement possibles. Je voulais rebondir sur Egalim. On dit souvent Egalim c'est très compliqué, Egalim ça coûte cher, c'est 30 centimes d'euros en plus. Et en fait, nous, on a identifié dans un de nos établissements dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelle l'Arbizon, une solution, puisqu'en 3 ans, ils sont passés du tout surgelé industriel avec toute la transformation et tout ce que ça implique de mauvais pour la santé, au 100% fait maison et local avec 30% de moins. Donc, bon pour la planète, bon pour la santé, bon pour le portefeuille. En période d'hyperinflation, 30% de moins. Donc vous voyez, ça peut définir, on est en train de finaliser l'étude d'impact, un mode de restauration collective dans lequel tout le monde est gagnant. Alors, nous nous sommes également rendus à la maison Popote à Bordeaux. Je pense que vous la connaissez. C'est une épicerie solidaire qui fait partie de l'association VRAC. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une épicerie. C'est un vrai lieu de convivialité. Et c'est un reportage de Régis Peignard. Façon programme, on est d'accord. On est à la maison Popote, donc c'est une épicerie et l'objectif en fait c'est de pouvoir amener des produits de qualité, donc généralement de l'agriculture biologique ou agriculture raisonnée, sur des quartiers où justement il y a généralement un manque d'offres alimentaires durables. On n'est vraiment pas un supermarché, le but c'est que ce soit un lieu convivial où les gens peuvent venir, peuvent choisir leurs produits, peuvent être acteurs aussi du projet, mais l'objectif c'est aussi que les producteurs puissent vivre de leur métier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète tous nos produits au prix producteur et on les revend au prix producteur. Et la différence entre prix habitant et prix producteur est compensée par le fonds Mieux Manger pour tous, qui nous permet d'avoir une triple tarification. Ça nous permet d'avoir des prix assez intéressants pour des produits de qualité, donc qui sont très concurrentiels par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grands supermarchés classiques. Alors l'intérêt, c'est de faire du lien, c'est que c'est moins cher. La qualité des produits. Et puis même au niveau du tarif, c'est des tarifs qui s'adaptent aux familles, en fonction des revenus, du quotient familial. Et en plus, les gens sont super sympas, ceux qui sont là, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? L'objectif, c'est vraiment aussi de permettre aux habitants d'avoir accès à une alimentation de qualité pour toutes les propriétés qu'il y a derrière, donc que ce soit pour le bien-être de la santé, pour le bien-être de l'environnement. Donc oui, on espère que ça leur permet de beaucoup mieux manger. Mais notre objectif, c'est de se développer sur d'autres quartiers de Bordeaux pour vendre également d'autres produits frais toutes les semaines en fait. Alors, on le voit dans le reportage, c'est important également de consommer des produits locaux et de saison parce que du bio qui vient de l'autre bout de la planète, ça n'a pas grand intérêt. Le problème, c'est que les produits locaux représentent aujourd'hui moins de 2% des aliments au supermarché. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer des quotas, par exemple, pour augmenter leur présence dans les supermarchés, Sophia ?
C'est une très bonne question. Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le label agriculture biologique, c'est un label européen. Ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne respectent les mêmes règles de production. Donc si vous achetez une tomate bio espagnole, elle aura été produite dans les mêmes conditions agronomiques qu'une tomate bio française. Par contre, elle aura pris le camion. Voilà. Néanmoins, une tomate bio espagnole qui prend le camion, elle dépense moins d'énergie qu'une tomate française produite avec du chauffage, parce qu'aujourd'hui on a des serres chauffées en France. Okay. Donc c'est très important. Nous on a l'habitude de dire bio et local, c'est l'idéal. Ouais. Alors bon, je suis pas chargée de com, mais c'est pas toujours le slogan. C'est pas toujours le cas. Mais c'est pas toujours facile, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, il faut pas perdre de vue qu'un produit local, il ne fait pas de transport, et donc ça c'est bien, c'est important, ça économise en effet les gaz à effet de serre émis par le transport. Mais s'il est conventionnel, il va quand même utiliser des engrais azotés et des pesticides. Donc c'est mieux s'il est aussi bio. Voilà, aujourd'hui, il y a des objectifs et local. Oui. Donc aujourd'hui, il y a des objectifs dans la loi Egalim que citait Stéphanie tout à l'heure. Normalement, c'est 20% de produits bio au moins en restauration collective, privée et publique. On en est très très loin. Et donc c'est important de faire les deux. C'est important de penser aux deux. Le transport n'est pas le seul paramètre. Et c'est vrai que si vous voulez manger de l'avocat, ça sera difficile de manger de l'avocat local. L'idée n'est pas de supprimer tous les produits exotiques et tropicaux, mais de raisonner son alimentation. Bon, un grand merci à toutes les deux. Merci de vous battre. Merci à vous. Voilà, pour nourrir la France entière avec du bio et des aliments de qualité en tout cas. Voilà. Alors, Stéphanie, on vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci en tout cas. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure très justement dans le micro-trottoir, il n'y a pas que l'alimentation qui va avoir un impact sur notre santé. Il y a aussi notre logement et on en parle tout de suite dans la dernière partie de cette émission. Alors, nous allons parler maintenant du logement en tant que déterminant de santé essentiel. J'ai la chance d'avoir avec moi une belle brochette de messieurs. Bienvenue en tout cas à tous les trois dans cette grotte du jardin, des serres tropicales du Jardin des Plantes. Morgane Blin, alors vous êtes directeur général de France Loire, qui est un acteur local de l'immobilier social adossé au groupe Arcade Vive. Donc, vous mettez tout en œuvre pour bâtir le logement et les services de demain. Et vous nous expliquerez tout ça en détail. Noam Léandri, bonsoir. Bonjour. Vous êtes économiste et dirigeant associatif français. Vous êtes notamment président du collectif Alerte. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ce collectif ? C'est la réunion de 35 associations de solidarité. Et vous avez été également secrétaire général de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Frédéric Chéreau, bonsoir. Vous êtes maire de Douai, belle commune du nord de la France. Vous avez un magnifique beffroi, il me semble, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes également vice-président de l'Association des maires de France, où vous coprésidez la Commission nationale santé. Et qui dit santé, dit qualité de notre environnement, forcément. Et en tant que maire, vous êtes un acteur incontournable, non seulement de l'accès aux soins, mais également de cette transition écologique. Et de la transition écologique au service de la santé. En fait, c'est important de faire la distinction entre soins et santé. Le soin, c'est tout le système médical, hospitalier, sanitaire, etc. Oui, l'accès aux médecins, l'accès... Voilà, c'est les gens qui nous soignent. La santé, c'est beaucoup plus large. Il y a des études internationales qui disent en fait que les 2/3 de ce qui détermine notre santé ne relève pas du soin. C'est ce que nous mangeons, les 2/3, ce que nous mangeons, où est-ce que nous habitons, le travail que nous faisons, l'accès aux espaces verts, l'accès à l'activité physique, l'accès aussi à une sociabilité. Il ne faut pas être tout seul, il faut avoir des amis, des lieux où on peut rencontrer du monde. Et en fait, sur tout ça, un maire travaille tous les jours. L'alimentation, on nourrit les enfants dans les cantines. Les espaces verts, c'est nous qui les gérons. Une ville marchable, cyclable, c'est ce que nous faisons au quotidien, etc. Et puis les lieux de sociabilité, ce sont toutes nos associations, par exemple, ou nos centres-villes commerçants. Vous avez une lourde responsabilité. Exactement. Finalement, vous êtes très, très impliqué dans notre... On travaille sur la santé tous les jours, même si nous nous intéressons depuis peu aux soins. En fait, la santé, c'est notre métier depuis toujours. Depuis toujours, bien sûr. Alors, avant de voir les conséquences directes de notre logement sur notre santé, parce que, par exemple, trop de pollution intérieure, parlons déjà de son impact sur le climat. Le bâtiment, c'est l'un des secteurs les plus polluants. Après le transport, quand même. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le plus énergivore, certes, mais pas forcément le plus polluant en termes de d'émissions de gaz à effet de serre ou de pollution de l'air. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui subissent le plus, finalement, les conséquences de ces pollutions sont souvent les plus modestes, parce qu'ils logent près des endroits où il y a des pollutions, qui soient des usines dangereuses ou qui polluent, qui soient à côté de transports polluants. Et donc, finalement, les personnes les plus modestes sont celles qui sont le plus en danger, de fait, souvent de leur implantation géographique.
Mais qu'est-ce qui produit le plus de gaz à effet de serre finalement quand on parle de logement? C'est quoi? C'est les matériaux eux-mêmes? C'est le chauffage? C'est la climatisation? Alors ça va effectivement être beaucoup on de sait chauffage. Que le béton émet beaucoup oui. de gaz à effet de serre. Alors les constructions récentes maintenant sont moins émettrices que ça a été par le passé, puisqu'il y a beaucoup de constructions en bois. En fait, aujourd'hui, en revanche, c'est vrai que les gaz à effet de serre du logement sont surtout liés au moment de la consommation, de l'usage, d'ailleurs comme pour les véhicules. Mais c'est, je dirais en termes de... C'est pas forcément aujourd'hui le plus dangereux, le logement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est toujours les mobilités et c'est là où il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Mais juste quelques réflexes à donner aux personnes qui nous regardent pour diminuer notre consommation d'énergie. C'est toujours bon à rappeler, c'est pas Versailles ici, mais d'accord, on éteint les lumières. Peut-être je me tourne vers les acteurs du logement, mais traditionnellement, ce qu'on dit, c'est de baisser le niveau de chauffage. Moi, ce que je tiens à souligner quand même en tant que représentant des associations de solidarité, c'est que les plus modestes, c'est pas ceux qui se chauffent comme à Versailles. Et justement, c'est ceux aujourd'hui qui sont les plus frugaux, les plus sobres. Aujourd'hui. Voilà, il y en a qui ont tout simplement pas les moyens de payer leur facture d'électricité et donc de se chauffer. Il y a une vraie injustice au niveau, une vraie inégalité au niveau énergétique. Frédéric? Oui, il se trouve que je préside un autre bailleur social. Je connais bien le groupe Arcade Vive, qui est très présent et bien présent à Douai, mais je préside un autre bailleur social qui gère les maisons des mines. Et on est en train de les rénover en profondeur, les maisons des mines. Ça aussi, c'est un sujet de santé, parce qu'effectivement, une maison bien rénovée, bien chauffée, bien sèche, c'est important. Et on mesure ce que les gens consomment avant, après en chauffage. Et en fait, chez certains, on n'a pas vu une diminution. On a souvent vu une diminution, mais parfois pas aussi forte qu'on ne pensait, parce qu'avant, les gens ne se chauffaient tout simplement pas. Ils étaient à 16, 17, ils mettaient des pulls, des couvertures, et après ça, ils sont à 19. Donc il y a un vrai gain en confort parce que les gens osent enfin se chauffer, ça ne les ruine plus. Et puis d'impact sur leur santé aussi. Exactement. Quand on a froid tout le temps, on est plus vulnérable aux infections. Puis des enfants asthmatiques qui ratent les cours, etc. Ça, je connais. Ouais. Donc on peut parler vraiment d'inégalité dans l'empreinte carbone des Français aujourd'hui. Et comment on peut aider justement les ménages plus vulnérables à régler leur facture énergétique aujourd'hui? On a quand même un enjeu de transition écologique que personne ne méconnaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus sobre, qu'on réduise notre consommation d'énergie, qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ça veut dire qu'il faut rééquilibrer les inégalités aujourd'hui en matière de missions de pollution, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les plus aisés, notamment, qui ont le plus de consommation d'énergie ou de consommation de biens matériels, etc., réduisent cette consommation pour que les plus modestes, eux, puissent enfin se chauffer à un niveau normal. Comme le disait effectivement le maire de Douai, et là, il faut qu'on remonte de 16 à 19 degrés, ce qui est aujourd'hui normalement une norme pour pouvoir être en bonne santé aussi dans son logement. Donc il faudrait faire une sorte de contrat social de transition. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, c'est le titre du rapport que nous avons produit chez le collectif Alerte avec les nombreuses associations de solidarité, qui soient dans le secteur du logement, de la santé avec Médecins du Monde par exemple, ou la Fondation Abbé Pierre. On a voulu montrer que pour réussir la transition écologique, il faut un nouveau contrat social de transition, parce qu'il faut que les plus modestes ne soient pas pénalisés plus qu'ils ne le sont déjà. Aujourd'hui, ils ont une double peine. Ce sont ceux qui polluent le moins, mais qui subissent le plus les conséquences de la pollution. On parle des gaz à effet de serre et autres. Mais en même temps, les politiques publiques qu'on met en place vont être excluantes si elles ne sont pas accompagnées. Je pense particulièrement aux zones à faible émission qui rentrent en vigueur le 1er janvier 2025. On l'a peut-être oublié dans une trentaine d'agglomérations. Et donc, ça veut dire qu'elles risquent d'être excluantes, donc des zones à forte exclusion, si ce n'est pas accompagné pour changer les mobilités, aider à se rapprocher des centres-villes, parce qu'aujourd'hui, le logement, il est très cher dans la plupart des centres-villes. Les plus modestes ne peuvent plus habiter proche de leur emploi. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement de toutes ces personnes-là. Sinon, toutes les politiques environnementales vont être ce que j'appelle la double peine. D'accord. Donc des logements qui polluent moins, une moins grande précarité énergétique. Alors il existe aujourd'hui un label qui s'appelle Mon Logement Santé, un label que vous connaissez bien, Morgane Blin, puisque vous l'avez utilisé pour plusieurs de vos opérations immobilières. Déjà, un logement santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un logement santé, c'est un logement qui va accompagner les familles dans la prévention en santé. C'est un logement qui va permettre de répondre aux conséquences du réchauffement climatique. Vous avez évoqué la question de la consommation de l'énergie, mais il ne faut pas oublier aussi le confort d'été, puisqu'il faut que ces logements puissent à la fois répondre aux problématiques de l'hiver, mais aussi des canicules que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Et donc ce logement santé, c'est la rencontre de deux expertises, des experts de la santé et des experts de l'immobilier, qui se sont réunis pour à la fois proposer un cadre bâti sain et durable, sur lequel nous allons travailler spécifiquement sur la circulation de l'air, sur une place importante pour la lumière naturelle,
sur des aspects très bâtis, mais aussi sur des aspects de services qui permettront aux habitants à la fois de rompre l'isolement, de faciliter leur vie au quotidien et de renforcer le lien social, puisqu'au final, un logement santé, c'est un logement qui répond à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire un état du bien-être complet, social, mental et physique. Et donc le logement santé sur ces 3 composantes. Alors parlons plus précisément de ce label, Mon Logement Santé. Plusieurs de vos opérations immobilières, je l'ai dit, ont reçu ce label. Alors quels sont les principaux engagements de ce label ? Voilà, si j'habite dans un appartement qui a reçu ce label, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Nous avons aujourd'hui livré 120 logements sur 5 résidences, de 10 à 40 logements. Nous avons 2 années de recul. Alors ce que ça permet, c'est effectivement un confort de vie dans le logement lui-même, avec ce caractère sain que j'évoquais, puisqu'il intègre aussi des aspects relatifs à l'espace des logements. Ces logements doivent faire une taille minimale, parce qu'avoir de l'espace, c'est aussi important, incluant un espace de télétravail. Ça fait partie aujourd'hui des conditions d'une vie équilibrée. Et donc, l'habitant bénéficie de ce cadre général auquel nous associons ces services. C'est ce que j'évoquais. Dans les services, aujourd'hui, c'est un accès à la fois à ce qu'on appelle une astreinte sociale. Les bailleurs sociaux ont souvent une astreinte technique, quasiment tout le temps. Vous avez un problème de plomberie 24/24, vous avez toujours quelqu'un à appeler. Mais par contre, vous êtes dans une situation de fragilité psychologique particulière, eh bien, vous êtes seul dans votre logement. Cette astreinte sociale vise à répondre à cette problématique. Elle est joignable 24/24. Et donc, vous avez tout de suite une orientation, un conseil vers des psychologues si besoin, mais aussi pour vous permettre, dans les difficultés de la vie quotidienne, d'avoir un certain nombre de conseils en santé, mais pas que. Bon, j'imagine que la demande doit être très forte de ces logements santé. Frédéric Géraud, est-ce que dans votre commune, vous êtes sensible déjà à ce problème de logement, et est-ce que ce label Mon Logement Santé pourrait vous intéresser ? Oui, c'est une très belle idée qui formalise en fait ce que beaucoup de bailleurs font déjà aujourd'hui. Ça lui donne un nom, ça lui donne de la visibilité, ça met peut-être la barre encore un peu plus haut. Et il y a un bailleur à Douai, effectivement, qui fait partie du groupe Arcade Vive et qui met ça en œuvre. Mais ce que je dirais, c'est que en fait, les sujets qui préoccupent les maires ne sont pas forcément chez les bailleurs sociaux. Il peut y avoir des logements ici ou là chez les bailleurs sociaux où il y a un petit problème d'humidité, de vétusté, mais les bailleurs sont des institutions, enfin des entreprises responsables qui ont à la fois l'envie et les moyens de livrer des logements de qualité et de prendre soin de tous leurs clients. Le vrai sujet, il est dans le parc privé, où on peut avoir de très bons bailleurs et on peut aussi en avoir de très mauvais, ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Moi, j'ai mis à Douai un dispositif qui s'appelle le permis de louer, pour vérifier dans un périmètre de cœur de ville la qualité de tous les logements qui sont mis sur le marché. Et on l'a démarré depuis 1 an. C'est à peu près 10% des logements qu'on présente où on dit non. Non, là, ça ne va pas être possible, vous n'allez pas le mettre en location. Et la quasi-totalité de ce qu'on nous présente, où on a des préconisations à faire en disant, écoutez, ça va aller, mais ça ne va pas. Voilà. Donc c'est dans le parc privé surtout qu'il faut travailler. D'accord, Morgane. Alors moi je voudrais réagir parce que vous avez complètement raison. Le parc privé aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on répond et comment est-ce qu'on organise la réponse. Mais je crois que la problématique santé, elle n'est pas uniquement technique au sens du bâti, elle est aussi sociale. Et c'est sur ce point-là où les bailleurs et l'expertise qu'on a pu mettre en place avec Vive, avec les experts de la santé, pour proposer du service qui permet de toucher à l'aspect mental aussi et social, parce que on a une situation aujourd'hui où des questions comme l'éco-anxiété notamment, mais pas que, font que les gens sont dans des situations de détresse et il faut savoir les accompagner de manière constante et régulière, au-delà même du cadre bâti. Et c'est ça que nous devons apporter aujourd'hui. Noam ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de contrôler, qu'un maire puisse contrôler effectivement la qualité du logement et éviter qu'il y ait des passoires thermiques ou des marchands de sommeil qui puissent abuser des locataires. Le vrai enjeu, après social aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à loger tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on a une grave crise du logement que la France traverse. Tout le monde n'arrive plus à se loger. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que cet enjeu, notamment en matière de transition écologique, que les passoires énergétiques deviennent plus des passoires, mais au contraire, qu'elles soient complètement isolées et rénovées, ça va dans le bon sens. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'entre-temps, on ne va pas se retrouver avec des personnes, des ménages qui se retrouveront à la rue parce qu'on n'aura plus assez de logements pour tout le monde. C'est là tout l'enjeu. Et donc, je suis certain que le maire de Douai produit du logement en quantité suffisante pour s'assurer que tout le monde puisse être logé. Alors, dans une ville comme Douai où la population augmente peu, finalement, on arrive grosso modo à loger tout le monde, et on a même la chance d'avoir un parc social assez particulier par rapport au reste de la France, parce qu'une grande partie sont des maisons, ce qui est très rare. Quand vous avez une maison avec un petit bout de jardin, vous vous sentez bien. C'est même d'ailleurs un sujet chez le bailleur social que je préside, c'est qu'on a des gens qui sont là parfois depuis 30 ans dans leur maison, et moi j'ai demandé qu'on aille voir tout le monde, tous les ans, parce qu'il y a des gens qui payent rubis sur l'ongle, et en fait quand vous allez les voir, ils vieillissent, comme tout le monde, puis parfois ils
problématique de santé s'installe et vous l'avez pas vu, et c'est quelqu'un qui va jamais venir vous embêter, qui va rien vous dire. Si on vient pas toquer à la porte et prendre des nouvelles, quelquefois on passe à côté d'un problème qui est en train de s'installer. Mais au-delà de loger tout le monde, il y a aussi des gens qu'on ne peut pas loger dans le logement classique, et ces personnes-là aussi, il faut en prendre soin. Il y a des lieux d'hébergement pour les gens qui sortent de la rue, et on est même à Douai en train de créer une résidence spécialisée pour des personnes porteuses de handicap psychique. Une dizaine de personnes qui vont vivre au même endroit, mais ça veut dire qu'il y aura tous les jours des soignants et puis des travailleurs sociaux qui viendront dans ce lieu. Et paradoxalement, des personnes qui ont une souffrance psychique sont peut-être un peu plus tolérantes et compréhensives si leurs voisins souffrent de la même pathologie. Donc il y a des populations un peu particulières aussi qu'il faut qu'on sache loger de manière particulière. Alors pour conclure cette partie sur le logement santé, j'ai envie de vous demander à tous les trois, à titre personnel, quels sont vos réflexes éco-responsables au quotidien pour diminuer déjà la pollution intérieure de la maison. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avoir un intérieur sain, sans trop de produits toxiques, de perturbateurs endocriniens, c'est toujours mieux. Voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien et puis aussi pour réduire votre empreinte carbone de façon générale? On commence avec vous, Morgane. Au quotidien, je pense que c'est un geste de bon sens, c'est d'aérer son logement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Ça fait partie de réflexes que l'on a perdus et qui sont essentiels, et tous les systèmes de ventilation mécanique qu'on pourra poser ne viendront jamais remplacer ce geste. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut réduire le chauffage à son plus strict nécessaire. Se couvrir d'un pull plutôt qu'essayer de chauffer des masses d'air importantes qu'on peut avoir dans un logement, c'est de la sobriété, j'ai envie de dire, intuitive. Mais au-delà de ça, il y a plein d'éco-gestes qui peuvent être mis au quotidien. Pour parler de l'air intérieur, tous les produits de beauté ou d'entretien que vous pourriez faire vous-même. Vous savez, du savon de Marseille avec de l'eau, ça permet de faire de la lessive. Utiliser tout simplement du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, plutôt que de prendre des produits, il y a beaucoup de produits bourrés de produits chimiques. Tout à fait. Donc voilà, il y a plein de c'est ce que vous faites, et vous pouvez trouver, par exemple, sur le site de l'ADEME, je vais citer mon structure, voilà, sur le site de l'ADEME, il y a beaucoup d'éco-gestes qui sont proposés aux particuliers pour sa maison, son logement, ses mobilités. Il faudrait que tout le monde montre l'exemple, je pense, c'est important. Par exemple, quand il y a des maires qui viennent à vélo à la mairie plutôt que dans des grandes voitures. Justement, Frédéric, vous venez à la mairie en vélo ou pas? Je vais à la mairie à vélo la plupart du temps, et très honnêtement, même aux heures de pointe, surtout aux heures de pointe, je vais aussi vite, voire plus vite que les voitures. Et en plus, vous faites du sport. Ça me fait du sport, j'arrive le matin, j'ai l'esprit, le cerveau oxygéné, et je peux démarrer ma journée dans les meilleures conditions. Et ce que j'essaie de développer dans ma vie privée, en fait, j'essaie de le permettre à l'échelle de la ville, c'est-à-dire que nous développons des pistes cyclables, nous essayons de piétoniser certaines rues et d'encourager le plus possible les Douaisiennes et les Douaisiens à marcher, à prendre leur vélo ou à la rigueur à prendre les transports en commun qui sont gratuits chez nous. Et au niveau de l'alimentation aussi, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors pareil, dans ma vie privée, j'essaie de manger moins de viande, mais mieux de viande, notamment moins de viande rouge. C'est une culture qui doit s'installer, parce qu'en France, on a l'impression qu'il faut manger de la viande à tous les repas. Non, pas forcément, on peut en manger un peu de temps en temps, mais on peut très bien faire des repas végétariens. Et c'est le cas, on a 2 repas végétariens sur 4 dans les cantines de Douai. Alors voilà, il faut l'accompagner auprès des parents, auprès des enseignants, auprès des animateurs. Et rappelez que la viande rouge tous les jours, c'est pas bon pour notre santé. La viande tout court tous les jours, c'est pas nécessaire. On peut aussi manger du poisson, des œufs ou même des protéines végétales. Et c'est pas forcément la peine. D'ailleurs, c'est ce que je rappelle aux cuistots, de faire semblant de faire un steak pour que les enfants aient quand même l'impression de manger de la viande. On peut créer des présentations et des recettes différentes qui valorisent les protéines végétales. Les enfants à Douai ont à chaque repas des lentilles, une dose qui est parfaitement diététique et équilibrée. Donc à Douai, on mange à la cantine des lentilles, des fèves, des pois chiches. Ça ne marche pas toujours aussi bien que les frites. Ça nécessite un accompagnement. C'est la question que j'allais vous demander. C'est végétarien, les frites. Oui, c'est vrai. Après, c'est le bœuf un peu moins. Bon, un grand merci à tous les 3, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la conclusion de cette émission avec Stéphanie Goujon. Alors, pour conclure cette émission, je pense qu'on a tous bien compris que l'environnement était un déterminant majeur de notre santé et surtout que c'était l'affaire de tous, Stéphanie. C'est exactement ça, Véronique. Moi, j'aimerais tirer 3 constats. Premier constat, il existe plein de solutions. On peut quand même s'en réjouir. Deuxième constat, c'est un sujet de citoyenneté. Et troisième constat, il ne faut pas laisser la responsabilité sur les individus seuls, parce que les bonnes volontés individuelles, si fortes soient-elles, ne suffiront pas. En fait, il faut jouer les coopérations, les alliances avec l'État, avec le législateur, avec les entreprises, avec les ONG, avec les associations,
C'est ça qui va nous permettre de répondre à ces enjeux qui sont, on l'a vu, systémiques. Et je voudrais conclure par un petit clin d'œil au tout début de l'émission pour dire qu'il y a un domaine qu'on a peu abordé mais qui est quand même fondamental, qui sont les investissements, et citer une très belle initiative d'un fonds forêt. Antoine Peillon en parlait en début d'émission, un fonds forêt qui s'appelle Brocéliande de 30 millions d'euros qui a été lancé le mois dernier par l'UMR, notre expert retraite individuelle. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous nos intervenants. Une chose est sûre, on se couchera moins idiot ce soir. Personnellement, moi, j'ai appris beaucoup de choses et peut-être un peu plus décarboné. En tout cas, je l'espère. Et un grand merci tout spécialement à vous, Stéphanie, d'avoir accepté d'être un peu le fil rouge de cette émission. Je remercie également les serres du Jardin des Plantes de nous avoir prêté ce très beau cadre pour cette émission. Un lieu magique. Oui, un lieu magique pour cette émission qui, je trouve, était très positive, avec des vraies solutions concrètes. Donc voilà, un grand merci à tous de nous avoir suivis et j'espère à très bientôt pour un nouveau numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous et de notre environnement. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.